Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est un plaisir de vous retrouver comme toujours sur le podcast et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode questions-réponses. Je vous invite à bien rester jusqu'au bout de cet épisode puisque je vais vous parler de ce qui va se passer ou pas cet été, de quand est-ce qu'on va se retrouver. Je vais aussi vous parler de quelques nouveautés ou en tout cas de questionnements que je me pose par rapport au podcast et par rapport à ce qui pourrait vous aider et vous plaire le plus pour le deuxième semestre de l'année et par rapport à ce que je peux vous proposer. Donc restez bien jusqu'au bout et ensuite j'aurai hâte d'avoir vos retours. Alors commençons déjà par parler bien sûr du sommeil. Commençons par quelques mails que vous m'avez écrits là sur les dernières semaines. Alors je vais pas tous les prendre en plus. Souvent je vous réponds à chacun d'entre vous au fur et à mesure. Donc pour les questions qui nécessitent un petit peu plus de développement, je vais prendre le temps aujourd'hui. Et sinon pour le reste, normalement j'ai répondu à tout le monde. Alors je vais commencer avec une question de Lisa, j'imagine. La personne n'a pas signé le mail, mais dans l'adresse mail je vois Lisa. Donc bon, j'imagine que c'est Lisa. Lisa, je pense que du coup, tu te retrouveras dans ce que je vais lire et dans ce que je vais dire. Alors, Lisa m'écrit « Coucou Aurélie, j'écoute tes podcasts depuis un moment car on me l'a conseillé et ça m'aide beaucoup. Sur ton dernier podcast, tu dis que réapprendre le sommeil, c'est pas le truc à faire parce que le sommeil c'est inné, comme tu dis. Du coup, tu penses que ça sert à rien de faire une RTPL, donc une restriction de temps passé au lit. Alors ensuite, j'aimerais ton avis sur mon cas. J'ai 22 ans et j'ai toujours bien dormi dans ma vie, mais il a fallu que je passe 2 mauvaises nuits. Et là, le drame, je me posais plein de questions sur mon sommeil, comme si je ne savais plus comment dormir. Ensuite, j'ai été vraiment stressée, focalisée sur tout ça. Amélioration, mais dès que je relâche, donc quand je dors plus de 5 heures, ça ne dure que 2 ou 3 jours. Et puis le lendemain, je n'y arrive plus, marqué en lettres capitales, et je passe une nuit blanche où je dors 2 heures. Ensuite, un petit peu plus loin, donc je sais que le sommeil vient tout seul, mais par exemple cette nuit, je le cherchais encore, on va dire. Je sais qu'il ne faut pas faire ça, résultat j'ai dormi 2 heures. Désolée pour ce roman, je suis tellement dépitée de ce que je vis que je ne travaille même plus. Tes podcasts m'aident beaucoup. J'aimerais bien un avis sur ce que je vis si c'est possible. Aussi, tu penses que je devrais reprendre le travail malgré un sommeil comme ça et me dire que ça reviendra un jour, au pire, et je ne calcule plus, même si ça va être dur parce que je n'ai rien à faire. Ok. On va commencer par le début, parce que c'est vrai que ça doit être très difficile pour toi de vivre tout ça. Là, tu as 22 ans, tu as probablement un milliard de choses dans ta tête, plein de projets, et tu te sens un peu réduite dans tes possibilités jusqu'au point de ne pas pouvoir travailler. Alors, je vais essayer de t'éclairer un petit peu. Maintenant, je le précise toujours, comme je fais à chaque question-réponse. Bien sûr que ce que je vous dis ici, ça reste des généralités. Nous n'avons pas échangé de vive voix ensemble. Je n'ai pas non plus toutes les réponses aux questions que moi je peux me poser pour avoir une vue d'ensemble par rapport à votre sommeil dans l'enfance, dans l'adolescence, à ce qui a pu se passer pour vous par le passé. On a tous des choses, des casseroles, on a tous eu des soucis de santé plus ou moins importants, etc. Donc moi je ne réponds que en fonction de ce que vous m'avez écrit et du coup du peu que j'en sais. Donc c'est valable là pour ce témoignage de Lisa, mais c'est valable bien sûr pour tout le reste, toutes les autres questions que je vais prendre. Voilà, je le dis à chaque fois en préambule des podcasts, mais c'est très important. Alors, déjà, qu'est-ce que je pense de la restriction du temps passé au lit ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de ne pas aller au lit lorsqu'on est simplement fatigué le soir, mais d'attendre une certaine heure qui a été définie avec du coup la personne souvent qui propose la restriction du temps passé au lit, pour ne dormir que sur une plage horaire assez réduite. Par exemple, je dis au hasard, ça peut être minuit 5 heures du matin ou 1 heure 6 heures du matin, pour être sûr que la pression de sommeil soit assez forte pour s'endormir directement. Et ensuite pour avoir un sommeil consolidé et ne pas se réveiller la nuit.
Et puis petit à petit, la plage de sommeil, donc lorsque le sommeil est un peu meilleur, la plage de sommeil est à nouveau un peu allongée, jusqu'à retrouver une plage de sommeil qui soit de l'ordre de 7 heures, 7h30 ou 8 heures. Alors effectivement, moi je ne suis pas favorable à cette pratique-là. Ça se pratique et c'est tout le temps conseillé dans les TCC, dans les thérapies cognitives et comportementales. En tout cas, à ma connaissance, presque tout le temps. Moi, non. Alors, je ne pratique pas ça dans mes accompagnements, je ne le conseille pas non plus, ou alors dans des cas très spécifiques. Mais de façon générale, j'ai plutôt la démarche inverse par rapport justement au TCC, qu'ils le conseillent, on va dire systématiquement, alors que moi, je le conseille jamais, sauf dans des cas rares. Et je vais effectivement vous expliquer pourquoi. La dette de sommeil, c'est très stressant pour l'organisme. Il y a deux raisons importantes. La première, c'est ça, c'est lié à la dette de sommeil qui est très stressante pour l'organisme. Quand l'organisme manque de sommeil, il va produire beaucoup plus de cortisol. Il va être beaucoup plus en hypervigilance. On le voit depuis l'enfance, hein. C'est vrai pour les bébés, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai à tout âge. En fait, à partir du moment où on manque de sommeil, souvent on entend comme tenu par les nerfs. En fait, c'est tout notre système nerveux qui est vraiment surstimulé. Notre corps se sent plus en danger lorsqu'il est en dette de sommeil. On arrive moins à gérer nos émotions. On va être de plus en plus stressé. Alors, ne pas s'endormir le soir lorsqu'on est fatigué, se forcer, lutter, se forcer à s'endormir, à se coucher plus tard, pour moi, ça génère une hausse de production de cortisol. Votre corps, il vous appelle vers le sommeil, il y a une forte somnolence, et là on lui dit non. Ça le stresse. Donc j'ai constaté, alors pas parce que je l'avais moi-même conseillé, mais parce que j'ai eu très souvent des personnes qui sont passées par des TCC, qui ont eu des restrictions du temps de sommeil, et du coup qui en sont revenus en fait, pour qui ça avait été très difficile, parce que justement c'était trop stressant en fait, psychologiquement et physiologiquement. La deuxième chose, c'est que, à mon sens, et c'est quelque chose que je vous dis souvent sur le podcast, ce qui est très important pour renouer avec le sommeil, c'est renouer avec ses sensations de sommeil, c'est renouer avec les signaux du corps, que ce soit au moment de la sieste ou que ce soit le soir. C'est vrai pour la faim, pour l'alimentation, c'est vrai pour tout en fait. On n'a jamais un signal du corps qui est fait au hasard. Quand le corps nous parle, c'est parce qu'il a un besoin. Et l'idée, pour justement respecter ça, c'est de l'écouter. Quand on ne respecte plus, au bout d'un moment, on est trop déconnecté de son corps, il n'y a plus rien qui fonctionne correctement. On n'arrive plus à sentir quels sont nos propres besoins. Et je l'ai constaté pour le sommeil. Lorsqu'on ne respecte pas ces signaux de somnolence pendant longtemps, au bout d'un moment, c'est comme si on ne les ressentait plus. Alors forcer, ne pas respecter la somnolence qu'on reçoit, forcer son corps à aller se coucher plus tard, eh bien pour moi c'est renier sur ces sensations, alors qu'à l'inverse, moi je vous conseille systématiquement de les écouter et justement de surfer sur cette vague de somnolence. Il ne faut pas oublier que la pression du sommeil, elle n'est pas la seule à faire le job pour qu'on puisse s'endormir. Il y a aussi, et je dirais même en priorité, notre horloge biologique, avec la production de cortisol et de mélatonine, notre hormone de l'éveil et notre hormone du sommeil. Cette horloge biologique, il faut la chouchouter, il faut en prendre soin, et il faut l'écouter. Et quand elle nous donne le signal de « je produis de la mélatonine, c'est le soir, c'est la nuit, on passe en mode repos », c'est pas le moment d'aller s'activer et d'attendre 2 ou 3 heures pour aller se reposer. En fait, l'idée, c'est plutôt de synchroniser le signal de notre horloge biologique avec notre pression de sommeil. Si on n'a pas une pression de sommeil suffisamment importante le soir quand on va se coucher, c'est parce que dans notre journée, on n'a pas bougé assez. Donc l'idée, ce n'est pas de se fatiguer nerveusement en tenant malgré le signal de notre horloge biologique, ou en passant du temps soit ne rien faire à cogiter, soit devant les écrans encore pire, mais c'est bien d'être le plus actif possible dans la journée, être dans le mouvement, faire une activité physique qui ne veut pas dire un sport intense ou forcément un sport en club, mais une activité, être dans le mouvement, prendre la lumière du soleil
J'entends par là la lumière naturelle le plus tôt possible dans sa journée. Le matin, dès que possible, si c'est 6h, 7h ou 8h selon la saison, de sortir 20 minutes, prendre la lumière naturelle pour bien synchroniser notre horloge biologique, aller marcher aussi souvent que possible, même si on a du temps, voilà, le matin, entre midi et 2, le soir, aller chercher ses enfants à pied plutôt qu'en voiture si on est parent, bref, être au maximum dans le mouvement le week-end, etc. Ça vient générer une bonne pression de sommeil. Donc pour en terminer avec ce temps passé au lit, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas que les horaires de coucher et de lever, c'est aussi le fait de justement de ne pas rester trop dans le lit pendant la nuit. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est intéressant. Cette partie-là, je la trouve intéressante, c'est d'ailleurs ce que moi-même je conseille. Lorsque la nuit, on se réveille, ça ne sert strictement à rien de rester 2 heures à cogiter, à ruminer et à attendre que le sommeil revienne. On se donne beaucoup plus de chances que le sommeil revienne lorsqu'on se lève, qu'on va faire éventuellement une petite activité. J'entends par là un truc mécanique du style aller plier son linge, préparer ses affaires pour le lendemain, ou lire, ou faire un exercice de respiration, et ensuite retourner se coucher. Ça permet de prendre un petit peu le frais, c'est bon pour le corps de se sentir au frais la nuit, avant de retourner dans le lit. Ça oui, j'y suis tout à fait favorable. En principe, on se laisse un quart d'heure, 20 minutes pour voir si le sommeil revient tout de suite. Si c'est pas le cas, on se lève et on retourne dans le lit après. Maintenant, vraiment, dans ce que je constate, c'est que cette restriction du temps de sommeil est vraiment générateur de stress parce que dans la crainte qu'on a de ne pas dormir, c'est extrêmement frustrant de se dire au moment où je suis si fatiguée, je ne me laisse pas aller, je résiste. Et au moment de s'endormir, bingo, il n'y a plus de sommeil. Normal, on a voulu résister, on a produit du cortisol pour le faire, et le cortisol, c'est pas à la demande, c'est pas j'en produis pendant 1 heure, j'en veux plus, ça s'arrête. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Et puis idem, lorsque arrivent les 5h du matin, si on doit se lever à 5h du matin, qu'on met le réveil, alors qu'on est épuisé, qu'on a très peu dormi dans la nuit, eh bien en fait ce temps qu'on peut pas avoir sur le matin, qu'on ait ou pas des enfants, souvent il y a un petit temps sur le matin où on peut récupérer un cycle. Si par exemple on n'a pas dormi de 3h à 5h, on peut parfois récupérer un cycle de 5h à 6h30 du matin, et ce cycle-là il est bénéfique pour notre corps. Il est très bénéfique, il permet d'accumuler un peu plus de sommeil paradoxal, de récupérer un petit peu, de mieux gérer ses émotions le lendemain. Et ça, je trouve que c'est très dommage de ne pas y avoir accès, de s'en priver. Donc voilà ce que je pense aujourd'hui, en tout cas à la lumière à la fois de mes connaissances, de mes lectures, de ma propre expérimentation pour moi-même, et aussi de ce que j'ai pu constater par rapport aux personnes que j'accompagne. Et vraiment, les personnes sont nombreuses à suivre ces restrictions du temps de sommeil. Donc, j'ai vraiment pas mal de feedback par rapport à ça. Je constate que ça ne fonctionne pas. Ou si ça a fonctionné pendant quelques mois très brièvement, bien finalement ça repart. Parce qu'à partir du moment où du coup, on va dire que les journées redeviennent normales, que la pression redevient normale, la pression du sommeil, et bien en fait le problème revient. Pourquoi ? Parce que on n'a pas réglé le problème. On n'a pas résolu le pourquoi le sommeil avait été difficile à un moment donné. On a juste appuyé sur cette pression du sommeil. Donc à un moment donné, le corps, il lâche, il dort parce qu'il est absolument exténué. Donc il a passé ce cap de je produis du cortisol pour me maintenir éveillé. Il devient exténué, il s'endort. Ça dure quelques jours, quelques semaines, au plus quelques mois. Et puis après, comme le problème vraiment fondamental à la racine, il n'est pas résolu, ça revient. En tout cas, voilà ce que je voulais vous en dire. Donc merci Lisa de m'avoir posé cette question. Ça permettait vraiment de faire le point sur le podcast aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler et c'est chose faite, j'en suis ravie. Maintenant, par rapport à ton cas personnel, je pense que ces 2 mauvaises nuits en décembre qui t'ont fait basculer vers l'insomnie chronique et vers la crainte de dormir, donc là ça a vraiment complètement balayé ta confiance en ta capacité à dormir, je pense que c'était juste un point de bascule. C'est très souvent le cas, c'est-à-dire que on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe dans notre corps, et il suffit parfois d'un événement pour que tout bascule. Alors on se dit c'est fou, c'est cet événement-là qui m'a mis dans cet état-là, qui a tout fait basculer ? Non, en fait c'est parce qu'il y avait déjà un terrain
propice et il y a eu un élément simplement déclencheur. L'élément déclencheur nous fait rentrer dans quelque chose de très inconfortable et puis souvent cette relation qui s'est détériorée avec notre sommeil qui vient se mettre en plus du déséquilibre ou de l'inconfort du corps qu'il avait avant par rapport à quelque chose. Et ça se retranscrit sur le sommeil. Alors j'espère que c'est assez clair là comme je vous l'explique, je vais essayer de le dire autrement. Il peut y avoir un déséquilibre physiologique dans le corps qui fait qu'il ne va pas fonctionner de façon optimale, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'il essaye tout le temps de contrebalancer, d'équilibrer, de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible, même quand il est gêné. À un moment donné, bam, un élément se produit. Ça peut être en lien direct avec le sommeil, ça peut être un événement émotionnel, psychologique, ça peut être un choc physique. Toujours est-il, c'est que là, blam, ça bascule. Et après, on n'arrive plus à rattraper le cours comme c'était avant. Mais on croit qu'il y a une grosse différence entre la veille du choc, on va dire. Donc là, pour toi, Lisa, ça va être les 2 mauvaises nuits en décembre. Et puis, ce qu'on avait pu connaître. Donc, en réalité, là, ton corps, après les 2 mauvaises nuits en décembre, n'était pas si différent qu'avant ces 2 mauvaises nuits. Sauf qu'il y a eu cet élément qui a mis en lumière quelque chose. Mais ça veut dire que possiblement avant, il y avait déjà quelque chose qui gênait ton corps, sauf que ça ne se reflétait pas sur le sommeil. Peut-être, et ça faudrait qu'on en discute ensemble, mais peut-être que ça se reflétait sur autre chose. Il y avait peut-être d'autres signes qui te montraient qu'il y avait quelque chose qui gênait ton organisme pour bien fonctionner, mais soit tu t'en rendais pas forcément compte, ou tu savais pas que c'était un signe, ou alors peut-être que tu l'as mis sous le tapis, ou que ça existait depuis longtemps et que tu avais considéré que c'était normal. Et là, d'un seul coup, paf, le symptôme change, se complexifie, devient plus criant, et on se retrouve avec un trouble du sommeil. Et là-dessus, on vient rajouter notre angoisse vis-à-vis du sommeil. Donc en fait là, ce qui serait intéressant, c'est pouvoir balayer avec toi, Lisa, tout plein d'éléments dans ton quotidien et savoir ce qui s'est passé les 22 années avant, par rapport au sommeil, mais pas que, par rapport à ton quotidien. Parce que là, le fait que tu te dises que c'est juste dans ta tête, je pense que tu passes à côté de quelque chose. Oui, il peut y avoir des éléments déclencheurs. Oui, la tête peut faire que on vient trop cogiter, trop ruminer. Mais quand c'est juste, on va dire entre guillemets, juste la tête, et qu'on a conscience de ça, et qu'on prend du recul, qu'on va faire quelques séances d'hypnose, peut-être quelques séances de méditation régulièrement, ou alors qu'on se met à travailler un peu sur des exercices de respiration, comme je vous le conseille régulièrement sur le podcast, et bien tout de suite, le sommeil y revient parce qu'en fait le mental s'apaise. Si c'est pas le cas, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose qui maintient le corps en éveil. Quand le corps est maintenu en éveil, l'esprit aussi, le mental aussi, pardon. Et quand le mental est maintenu en éveil, 2 possibilités. Et ça dépend des personnes. Soit il y a des gens qui sont dans l'acceptation et puis voilà, c'est comme ça en fait. Ils vont le vivre finalement relativement mieux que d'autres. Et pour d'autres, on vient sacraliser ça. C'est-à-dire qu'on vient vraiment enterrer sa confiance en sa capacité à dormir et ça devient une guerre avec soi-même pour le sommeil. Mais à la base, il faut trouver ce qui a fait que les 2 nuits ont tout fait basculer, ce qui a fait que les 2 nuits ont été mauvaises, ce qui a fait que le corps, il était tellement sur la sellette, il était tellement au point de rupture qu'à un moment donné, paf, ça a basculé. Donc en fait, c'est ça la recherche à faire. Et donc après, pour reprendre ce que tu décrivais, Lisa, effectivement, quand tu accumules beaucoup de fatigue, au début, comme je disais tout à l'heure, on est tenu par notre système nerveux. Au bout d'un moment, on passe un cap et là, le corps, il lâche quelque chose. Donc, on s'endort, on dort. Et puis, comme il a récupéré pendant peut-être 5 ou 6 heures, les nuits d'après redeviennent difficiles. Donc ça, c'est vraiment un schéma très classique. Ça veut pas dire que c'est normal, ça veut pas dire qu'il faut pas s'en préoccuper, mais malheureusement, dans les troubles du sommeil, c'est extrêmement fréquent. J'espère que là, ce que je te dis, ça pourra t'aider, t'aiguiller. Maintenant, bien sûr que si tu as envie qu'on en discute,
ce serait avec plaisir, et pour ça tu peux me solliciter pour une consultation, et là on déroulerait ensemble ce qui s'est passé pour toi sur les 22 premières années de ta vie, et puis sur ce qui fait aussi partie de ton quotidien, tes habitudes de vie, ton alimentation. Voilà, plein de points de détail qui pour moi vont être des éléments parfois comme des warnings, et on va se dire ok, là il y a vraiment quelque chose à faire, là il y a quelque chose à changer, là il y a quelque chose à rajouter, et puis au bout de quelques semaines, les choses elles deviennent meilleures, elles se rétablissent. Voilà, j'espère que tout ça t'aura aidé, et en tout cas merci de m'avoir fait part de ton témoignage, et puis j'espère que là, dans ces questions-réponses, ces éléments qui restent malgré tout assez généraux pourront quand même être des bonnes pistes pour toi, et te dire que tout est possible, et que le sommeil, effectivement, c'est vraiment une fonction innée. À partir du moment où on vient respecter les mécanismes du sommeil, et les mécanismes physiologiques du corps au sens large, le sommeil revient. Alors maintenant, je vais terminer là-dessus. Si vraiment pour toi il y a une crainte très spécifique et que tu te dis qu'il y a quelque chose de pas normal par rapport à ton sommeil, et ça vraiment ça peut être une conviction, une croyance très forte, et c'est à respecter, je dirais même que c'est à écouter. Si ça va au-delà, tu vois là, si quand je parle et que je te dis tout ça, il y a quelque chose en toi qui crie non, c'est pas normal, et pour moi je sais qu'il y a quelque chose. Ok, alors en ce cas-là, il faut aller faire un test du sommeil. Et si à l'issue du test du sommeil, les médecins du sommeil disent voilà, il n'y a pas d'apnée du sommeil, il y a rien de particulier, en tout cas au niveau médical par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, à l'état actuel de la science sur le sommeil, eh bien ce sera beaucoup plus apaisant de se dire ok, j'y ai mis beaucoup trop d'émotionnel, j'y ai mis beaucoup trop de croyances, et je vais pouvoir partir sur un nouveau postulat. Et démarrer les choses autrement. Mais ça peut être un bon démarrage, ça peut être un bon départ, et ça arrive de se tromper, et c'est aussi bien de s'écouter. Voilà, ça va dans les deux sens. Alors je continue maintenant avec un mail de Kevin qui m'a écrit là récemment, qui me remerciait pour les podcasts. Eh bien merci à vous pour tous les retours sur les podcasts. Je le dis à chaque fois, mais ça fait vraiment chaud au cœur, et c'est vraiment chouette de me dire que après c'est plus de 2 ans maintenant à vous parler sur le podcast toutes les semaines ou presque. Eh bien ça vous aide, et qu'il y a assez de contenu pour que dans votre quotidien ça fasse une différence, et ça c'est vraiment chouette, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors Kevin me dit qu'il a beaucoup de ruminations, il voudrait quelques conseils sur les ruminations nocturnes, et qu'il voudrait avoir accès au livre, à l'e-book, parce que du coup il démarre les podcasts, il les a repris de zéro, et du coup il avance petit à petit, avec l'écoute des différents épisodes. Alors, par rapport aux ruminations, alors ça va rejoindre un petit peu finalement ce que je disais avant. Les ruminations, les cogitations, les pensées négatives, finalement on pourrait mettre beaucoup de choses dans ce sac-là, même si moi j'y vois quelques nuances, mais finalement peu importe, c'est le fait de porter une attention excessive à des choses qui, soit ne sont pas modifiables, soit sur lesquelles on n'a aucun contrôle, soit du passé sur lesquels on ne peut pas revenir, soit qui nous dévalorisent systématiquement sans que ce soit une remise en question plutôt saine, etc. Toutes ces pensées-là, j'ai envie de dire, la seule solution, c'est d'avoir envie que ça s'arrête. Ça peut vous paraître bizarre de dire ça, mais il faut avoir envie de passer à autre chose. Souvent, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, on voudrait que ça s'arrête, mais en même temps, on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher parce qu'on trouve un certain confort dans notre inconfort. On va trouver du confort à ressasser des choses du passé, on va trouver du confort à cogiter sur certaines choses, parce que parfois ça nous freine pour passer à l'action, et du coup c'est moins stressant que si on passait réellement à l'action et qu'on sortait de sa zone de confort. Parfois c'est un petit peu comme une certaine nostalgie si on ressasse des choses, ne pas vouloir lâcher complètement et faire en sorte que ça disparaisse de notre pensée. Il y a un petit peu de cela. Il peut y avoir aussi le fait que on a toujours fonctionné comme ça, et que le fait de fonctionner différemment, ça nous coûterait, que ce soit en charge mentale ou en énergie. Du coup on passe pas le cap et on reste dans les mêmes schémas mentaux.
Donc en réalité, la clé, c'est vraiment le vouloir. Après, dans les outils, il y a plusieurs choses. Il y a bien évidemment la respiration, qui permet d'être dans le moment présent et de se concentrer sur quelque chose. Donc, par voie de conséquence, les ruminations ou les pensées incessantes, eh bien, on les met de côté. Mais ça, c'est presque un peu plus mécanique. Disons qu'on fait vraiment le lien avec ce qu'on va ressentir physiquement. D'un point de vue purement, j'ai envie de dire psychologique, mental, il y a bien sûr la méditation, où là on va venir considérer ces pensées, ne pas vouloir qu'elles s'en aillent, ne pas vouloir qu'elles disparaissent, les considérer comme faisant partie de nous, mais ne pas s'y associer non plus, et du coup les laisser filer, les laisser s'agiter sans y mettre de l'émotionnel dedans, les laisser s'exprimer, les laisser être, et puis ensuite passer à autre chose. Après, il y a des outils un petit peu plus pratico-pratiques. Par exemple, si on est tout le temps dans la peur d'oublier quelque chose, la peur de ci, la peur de ça, on peut écrire, on peut faire une to-do list, on peut noter des choses. Tout comme les émotions, on peut les noter aussi. La science aujourd'hui corrobore des choses qu'on pensait depuis déjà très longtemps et qui ont été expérimentées depuis très longtemps, à savoir que lorsqu'on écrit, on se déleste d'une partie de la charge émotionnelle. Donc c'est extrêmement précieux pour le cerveau de pouvoir écrire, de pouvoir poser les choses, à la fois pour organiser sa pensée et à la fois pour pouvoir se distancier, mettre de la distance entre nous et nos émotions. Donc ça permet de prendre du recul. Ensuite, il y a bien sûr l'activité physique, les balades en nature, le fait de passer des moments sociaux de qualité. Ça peut être aussi le temps qu'on va prendre pour son corps, donc par exemple les temps de massage. Ça, j'ai fait un podcast dédié au massage que je vous invite vraiment à réécouter parce que c'est pour moi quelque chose de très important et qui apporte beaucoup en lien avec le sommeil. Donc tout ça, ce sont des outils concrets qui vont permettre de prendre de la distance par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions. Il y a un épisode là que j'ai enregistré tout récemment avec une coach qui s'appelle Colleen Lieberman que je vais vous diffuser à la rentrée en septembre. C'est vraiment un épisode super intéressant et justement on y parle des pensées en fait, du fait que tout est déterminé par nos pensées et par l'intention qu'on va mettre derrière. Alors, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, par rapport à ce sujet précis des pensées au sens large, eh bien, je vous donne rendez-vous en septembre avec le podcast enregistré avec Colline. Je pense que ça va beaucoup vous parler. Pour revenir au mail de Kevin, voilà un petit peu ce que je peux conseiller pour les ruminations. C'est vraiment un effort. C'est un effort à la base, un effort intellectuel et mental d'accepter de se distancier de tout ça et de fonctionner différemment, de mettre en place des outils. Encore une fois, et ça je le répète souvent, mais ça me tient vraiment à cœur, ce n'est pas parce que les outils semblent faciles à mettre en place et presque simples ou simplistes que ça ne fonctionne pas. C'est justement parce que personne ne le fait. Et c'est trop dommage, parce qu'en fait, quand on commence à faire ce genre de choses, on se rend compte à quel point ça nous apporte. Et là, du coup, je parlais à nouveau de méditation et j'ai encore envie de vous renvoyer à notre prochain rendez-vous de septembre, parce que sur septembre, normalement sur fin septembre, voire maximum tout début octobre, je vais aussi vous diffuser un épisode que j'ai enregistré avec Alain Fachin. Alain Fachin, c'est un formateur, c'est un conférencier et c'est un pratiquant très expérimenté de méditation et il donne sa voix à l'application MeditBee. C'est une nouvelle application de méditation qui a vu le jour il y a quelques mois et qui se différencie un petit peu des applications qui peuvent exister aujourd'hui sur le marché et que moi j'ai pu expérimenter jusqu'à maintenant. On va parler de la méditation, on va parler aussi de MeditBee et vous allez voir à quel point cette pratique vient complètement soulager ces ruminations nocturnes, ces cogitations, et à quel point c'est possible et facile, lorsqu'on fait les choses régulièrement, de mettre de la distance avec tout ça et de s'apaiser. Maintenant, encore une fois, et là c'est pour ça que je disais, on va revenir aussi sur ce que je disais pour la première question, le premier mail qui m'avait été envoyé, là que je cite aujourd'hui,
C'est parce que tout ça, ça ne vaut que si votre corps, il a bel et bien la possibilité de dormir. S'il y a quelque chose pour lui qui le gêne, si au niveau digestif, et je vous renvoie à tous les podcasts qu'on a fait là sur le deuxième trimestre notamment de l'année, si au niveau digestif, si au niveau de l'assimilation, au niveau du ventre, si au niveau du microbiote intestinal, si au niveau de tout ce qui se passe dans votre corps, au niveau de la thyroïde, au niveau des glandes surrénales, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, eh bien, vous avez beau mettre en place tout ce que vous voulez pour les ruminations, ça n'y fera pas grand-chose. Ça va vous aider un petit peu parce que c'est apaisant, mais votre corps n'aura toujours pas une pleine capacité à dormir. Et c'est pour ça qu'il faut toujours voir les choses dans leur ensemble. Ce n'est pas qu'une question de je stresse trop. Ça vraiment, et j'insiste là-dessus, mais pour toutes les personnes qui m'ont dit, qui ont démarré un suivi avec moi en me disant « Aurélie, tout va bien dans mon corps, c'est uniquement dans ma tête », je peux vous assurer, je peux vraiment le certifier, il n'y en a pas une personne pour qui c'était vrai. Le psychologique vient se greffer dans 99,999% des cas à quelque chose au niveau physique, au niveau physiologique qui peine. Parce que lorsque c'est que le mental, eh bien, on utilise quelques outils et très rapidement, ça s'en va. Et c'est plus apaisé. Ça peut être le cas si par exemple on déménage, on se sépare, on change de travail, ça peut être à la naissance d'un enfant, ça peut être pour des jeunes adultes, ça peut être des examens quels qu'ils soient. Mais en gros, quand les examens sont passés, quand le nouveau travail est pris en main, quelques semaines après, le sommeil y revient en fait, si c'est que dans la tête. Donc vraiment pensez à ça, voyez toujours sur tous les tableaux. Et pour répondre à Kevin par rapport à l'e-book, alors en fait au début l'e-book j'avais mis un lien d'accès, donc on pouvait y accéder gratuitement. Et puis j'ai fait une version 2 et aujourd'hui, alors je remettrai le lien dans la description du podcast, mais aujourd'hui cet e-book, je le propose à 7€. Je l'avais amélioré cet e-book, j'avais fait une version un petit peu plus complète avec des fiches pratiques, justement des fiches que vous pouvez imprimer et sur lesquelles vous pouvez tracer ce que vous faites, un vrai support avec les explications et puis les outils et comment fonctionne chaque outil, etc. Donc voilà pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par ça, et si vous voulez soutenir mon travail aussi de cette façon-là, ça vous permet de le faire, je le propose à 7€ l'e-book. Donc je remettrai le lien dans la description, et Kevin, si vous êtes intéressé, vous pourrez le télécharger à partir du lien que je vous placerai là. Alors, on continue avec une question de Marie. Alors Marie, elle m'a écrit suite au mail, je vais vous en parler effectivement dans une minute, suite au mail que j'ai envoyé à vous toutes, à toutes les personnes qui sont inscrites à ma newsletter et qui du coup en a profité pour me décrire un petit peu sa situation, et j'avais vraiment très envie de vous parler de ce que traverse Marie parce que ça m'a évoqué vraiment beaucoup de choses. Alors, je vous ai envoyé un mail à vous tous qui êtes inscrits à ma newsletter pour vous demander ce que vous pensiez d'un nouveau format que j'aimerais mettre en place à partir de cet automne, à savoir quelque chose qui serait un petit peu hybride entre les accompagnements individuels, qui pour certains sont un peu onéreux, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, donc ça représente un budget, et j'entends tout à fait que c'est pas forcément à portée de toutes les bourses, et puis quelque chose qui serait de l'ordre complètement collectif et général, comme là je peux le faire sur le podcast. Donc j'avais imaginé quelque chose d'un peu hybride où on pourrait se retrouver en petits groupes et faire des lives sur des sujets précis avec des possibilités de questions-réponses, avec un accès sur le site à plusieurs éléments, plusieurs outils. J'avais imaginé comme ça plein de choses, et du coup je voulais proposer dans la newsletter, donc je le dis pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter,
D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre à tout moment, je mets toujours le lien dans la description du podcast, donc n'hésitez pas. J'envoie une newsletter par mois avec un sujet précis sur le sommeil, plus un petit récap de ce qui s'est passé au niveau du podcast. Et là, justement, j'en avais profité pour dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce format hybride ? Et j'ai eu en fait plein de retours qui m'ont parfois surprise et qui étaient dans tous les cas très intéressants. Et là justement Marie on faisait partie des personnes qui m'ont répondu à ce mail-là et qui me disaient que effectivement ça l'intéresserait beaucoup, que ce soit toute forme d'accompagnement pourrait l'intéresser et qu'elle prendrait le temps en fait pour ça, parce que c'était important pour elle. Je reviendrai à la fin de cet épisode sur justement ce format hybride que je veux vous proposer et puis ce qu'a fait émerger pour moi les réponses que vous m'avez renvoyées. Mais on attaque avec la question de Marie. Alors, les questions de Marie du coup, la situation de Marie. Donc Marie, elle me dit, j'ai 40 ans, je souffre d'insomnie depuis mes 19 ans. J'ai commencé à mal m'endormir et puis petit à petit ça s'est accentué. En plus de 20 ans, j'ai vu des psys, j'ai essayé la sophrologie, le yoga, pas d'écran, le sport, l'acupuncture, les plantes, la lecture, l'arrêt de la cigarette, j'en passe. J'ai pris des antidépresseurs anxiolytiques somnifères. Alors déjà, petite chose. Alors je pense pas, la Marie, que tu sois concernée par ce que je vais dire, mais je le précise quand même, c'est l'occasion. Lorsque moi vous me dites tout ça, que vous avez essayé tout plein de choses comme ça, la première chose qui me vient en tête, c'est est-ce que vous les avez essayés en même temps ? Ou est-ce que vous les avez essayés les uns à la suite des autres ? Donc par exemple, j'essaye quelque chose. Je me dis c'est pas suffisant, c'est pas assez confortable, j'essaye autre chose, etc. Ce qui est possible, et moi c'est ce que j'ai fait pendant des années. Donc vraiment, je suis bien placée pour le savoir. C'est à la fois très démotivant, et puis ça, c'est toujours aussi fatigant parce que on dort pas mieux et en plus on a l'impression d'avoir tout essayé. Ce qui est important lorsque vous mettez en place des choses pour votre sommeil, alors oui, ça demande un petit peu plus d'énergie sur le moment, mais c'est important de faire les choses en synergie, de mettre plein de choses en place en même temps. Tout ce que vous savez être bon pour vous, implémentez-le en même temps dans votre quotidien. Alors, quand je dis en même temps, c'est pas forcément le même jour. Peut-être que vous allez avoir besoin d'y aller progressivement et puis d'y aller jour après jour, semaine après semaine. Mais en tout cas, n'en arrêtez pas un pour faire autre chose derrière. Continuez. Vous essayez, par exemple là, vous prenez des plantes et puis petit à petit vous arrêtez la cigarette, puis vous complétez avec on arrête les écrans le soir, puis j'intègre une activité physique dans ma journée, dans ma semaine, etc. Mais si à chaque fois vous arrêtez tout, ça, c'est tout à fait possible et c'est pratiquement toujours le cas, ça ne suffit pas. Je continue par rapport à la situation de Marie. À 30 ans, j'ai fait un test du sommeil et on m'a dit que mon rythme circadien était décalé. Donc je m'endors naturellement vers 3 ou 4 heures du matin. Alors pour le redresser, pendant 4 ans, je me suis levée tous les jours à 7 heures du matin, quoi qu'il arrive, avec une certaine routine. C'était dur, mais surtout en travaillant. C'était beaucoup de pression, mais je voulais y arriver, et au bout de 2 ans, je m'endormais vers 1 ou 2 heures du matin. C'était impossible à tenir sur la longueur, surtout que je voyage beaucoup de décalage horaire, donc j'ai lâché prise et je me suis remise aux médicaments pour tenir. Puis, les enfants sont arrivés, très difficile, je ne sais pas comment je tiens, pour le conjoint de la famille c'est aussi difficile. Aujourd'hui je travaille à temps plein. J'ai franchi un nouveau stade de dégradation il y a 1 an, je n'arrive plus à m'endormir, mais en plus je me réveille la nuit. Donc plus de possibilité non plus de faire de grasses matinées pour récupérer. Je sens que mon cerveau lâche, j'ai du mal à me concentrer, à retenir les choses, moins de patience avec les enfants, du mal à gérer mes émotions. Donc en gros, plus je vieillis, plus ça empire, moins c'est agréable. Les médicaments me font mal à la tête. Donc je vais pas citer les médicaments, mais peu importe. Les somnifères, j'ai du mal à m'endormir, même avec les somnifères, J'essaye de repousser les missions à l'étranger. Je travaille dans une ONG. J'habite à New York, on rentre en France tous les étés, je suis en plein décalage horaire en ce moment, c'est vraiment une torture, j'ai peu de congés, je travaille à distance. Bref, j'imagine que tu dois lire des mails similaires, je ne connais personne qui a les mêmes problèmes, et les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que ça fait. Au moins grâce à ton podcast, je me dis que je ne suis pas la seule, même si ça ne règle pas le problème, ça soulage. Un accompagnement, des discussions de groupe, je suis partante, pour le temps je le trouverai, il faut juste y croire. Parce que je suis en ce moment dans une phase de découragement. En tout cas, ce que tu fais est une très belle initiative, ton podcast est riche, clair, accessible et bien construit.
Merci pour ce que tu fais, c'est précieux. À bientôt, Marie. Alors, c'était un petit peu long là, le fait que je vous lise tout ça, mais déjà parce que son témoignage à Marie, il est touchant, il est très intéressant aussi, et parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais réagir, donc autant que vous sachiez pourquoi j'en parle. Déjà, je vais commencer un peu par la fin. Alors déjà, merci Marie pour ce que tu dis pour le podcast, encore une fois, merci sincèrement. Ça me touche beaucoup et j'espère que là, ces épisodes de questions-réponses sur cette année, ce que j'avais pas ou très peu fait les années passées, sont encore plus aidants pour vous. Déjà, par rapport aux médicaments. Si les médicaments ne vous aident pas, là en l'occurrence c'est ton cas Marie, si en plus de ça tu as des effets secondaires, mais si de façon générale pour tout le monde, si ça ne vous aide pas, n'en prenez pas. Vraiment, c'est extrêmement délétère. Ces médicaments sont, alors je sais pas si je devrais le dire dans ces termes-là, mais pour moi, c'est un danger. On ne devrait pas prendre ces médicaments sur le long terme. Ils ne sont pas faits pour, j'en avais déjà parlé sur un podcast précédent, mais dans toutes les notices de somnifères, anxiolytiques, antidépresseurs qu'on peut vous donner pour dormir, il y a bien indiqué à ne pas prendre plus de X semaines. Et c'est très court. Ça peut aller à quelques mois pour certains antidépresseurs, mais de façon générale, c'est très court. Donc, si pour vous, c'est une révolution, ça vous aide. Ça a été à un moment donné une béquille. Ça vous aide à passer une situation très difficile. Et puis que ensuite, c'est très ponctuel. Et qu'ensuite, vous les arrêtez, vous reprenez votre vie normalement, c'est ok. Mais de prendre en continu ces médicaments-là, oui, ça bousille le cerveau, ça fait du mal, ce n'est pas bon. Alors, encore une fois, il y a plein de personnes qui vont me dire tu devrais pas dire ça Aurélie, pour certaines personnes c'est important, les garder tout le temps. Oui, j'en ai conscience, probablement qu'il y a des maladies psychologiques qui nécessitent des antidépresseurs, probablement qu'il y a certains cas très spécifiques, très rares, qui nécessitent ça. Bon, même si j'en ai jamais rencontré à titre personnel, mais voilà, encore une fois, je peux pas non plus parler pour absolument toutes les situations, mais en tout cas, le seul curseur que vous devez mettre, c'est est-ce que ça vous aide? Si ça ne vous aide pas, ne vous empoisonnez pas avec des produits chimiques qui ne vous aident pas et qui vous font du mal. C'est trop dommage en fait. Et pourtant, c'est très très fréquent, c'est-à-dire que très souvent, j'entends, je prends des somnifères, ça m'aide absolument pas, je fais des nuits blanches, je prends tel ou tel médicament, ça ne m'aide absolument pas. Mais ne les prenez pas. Voilà, laissez votre corps, il a déjà visiblement beaucoup à faire s'il en est à ce stade-là d'insomnie. Donc on ne va pas lui demander encore plus d'efforts et de traiter tous ces produits chimiques qui peuvent être vraiment vus comme du poison. Si maintenant, oui, ça vous fait dormir extrêmement bien et que grâce à ça, vous repartez et vous relevez la tête, c'est tant mieux pour vous. Je vais pas dire le contraire, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, je suis passée par ces médicaments-là aussi, donc je sais quelle addiction ça peut être et combien c'est difficile de s'en passer, donc quand ça sert à rien, il faut dire stop le plus tôt possible pour ne pas qu'après ça devienne une vraie dépendance chimique. Ça, c'était la première chose. Ensuite, Marie, le fait que tu aies du mal à gérer tes émotions, que ce soit difficile avec les enfants, pas de patience, beaucoup de difficultés à se concentrer et à retenir les choses, bien sûr que c'est lié au manque de sommeil. Et même si je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais même si tu t'en doutes, je pense que c'est important de l'entendre. En fait, ce n'est pas toi. C'est-à-dire que là, tu es une version de toi-même qui n'est pas la vraie version de toi-même, c'est-à-dire la version authentique. Donc, sois très bienveillante avec toi-même. C'est en ce sens-là que je voulais le dire. Vraiment, sois douce dans le discours interne que tu as vis-à-vis de toi-même. Et vraiment, dis-toi que le manque de sommeil vient altérer ces fonctions-là du cerveau et ne permet pas de le faire correctement, ne permet pas d'être complètement soi-même. Donc, il faut accueillir tout ça et ne pas se rajouter de la culpabilité. Ça, c'était vraiment un point très important que je voulais souligner. Ne pas se rajouter de la culpabilité.
Ne pas se rajouter de la culpabilité ne veut pas dire ne rien faire. Et là, justement, c'est ce que tu fais. Tu es dans une démarche et bravo pour ça. C'est vraiment très, très important de ne pas en rester là-dessus, de chercher des solutions. Alors là, tu en as cherché des solutions tout plein. Et puis, cette désynchronisation du rythme biologique doit effectivement être très ancrée, puisque malgré le fait de tout ce que tu as fait, visiblement, ça n'a pas suffi. Alors, il faudrait qu'on discute ensemble pour voir s'il n'y a pas d'autres éléments, d'autres leviers à activer. Mais en tout cas, moi, la première chose qui me vient en tête par rapport à cette désynchronisation du rythme circadien, c'est de savoir si tu as déjà essayé de resynchroniser à l'envers. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de ramener l'heure du coucher la plus tôt possible, ce qui visiblement n'a pas vraiment fonctionné, ou en tout cas, tu as gagné 1 ou 2 heures, mais c'était pas suffisant pour toi. Est-ce que tu as déjà essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire de repousser systématiquement ton heure du coucher jusqu'à te décaler complètement de 12 heures, puis de retrouver un rythme le soir? Ça se fait. Alors, mieux vaut être accompagné pour ça, parce que c'est quand même difficile, et puis on vit en décalage pendant quelques jours, voire même une dizaine de jours, avec tout son entourage. Donc il faut faire ça pendant un temps de vacances, il faut être épaulé aussi, il faut que ce soit ok dans la vie familiale, mais je pense que ça peut être quelque chose à tester. Donc on se couche de plus en plus tard, puis en journée, puis etc. jusqu'à ce que l'heure du coucher arrive à 22, 23 heures. Et ensuite, quand là, on arrive à cet horaire-là, là ça devient très, très important de mettre en place tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant sur le matin, pour justement conserver ce rythme. Plutôt que de vouloir le tirer dans l'autre sens, on essaye d'y arriver par ce sens-là, qui est ton sens naturel de décalage, et quand on touche les 22 heures, eh bien là on essaye de maintenir, de stabiliser. Ensuite, si tu as vraiment un rythme comme ça qui tire plus vers les premières heures de la nuit, effectivement, l'idée ça va être de pouvoir organiser ta journée en fonction de cela. Et d'après ce que j'ai compris, c'est quelque chose que tu arrivais plus ou moins à faire jusqu'à maintenant, mais c'est avec les réveils nocturnes et le fait de plus pouvoir dormir sur le matin que ça pose problème. Et donc là, il y a vraiment, à mon avis, un gros travail à faire sur les glandes surrénales, qui ont été mises à rude épreuve avec tout ton parcours, de ce que tu m'en dis, là, toute la vie que tu as vécue, les différents décalages horaires, tous les transports, toute cette vie finalement un peu en décalé et puis à 100 à l'heure, la fatigue aussi inhérente à la mise au monde de 2 enfants, et qui sont en plus encore en bas âge. Là, je pense qu'il faut vraiment repartir à zéro sur le repos, l'alimentation, l'entretien des glandes surrénales et la reminéralisation de ton corps. Alors là, je n'ai pas ta corpulence et certains éléments me manquent, mais moi je partirais sur vraiment une reminéralisation du corps en profondeur, aidée par des compléments alimentaires de qualité, pas n'importe quoi, qui vont vraiment agir en synergie et qui vont renflouer tous tes stocks qui, je pense, sont à plat et qui font qu'aujourd'hui ta fonction sommeil, elle n'est plus opérante, elle n'arrive plus à se mettre en place parce que ton corps a épuisé tous ses stocks et que ton système nerveux n'arrive plus à fonctionner correctement. En plus de ce rythme circadien qui était déjà compliqué depuis longtemps. Donc là, en fait, c'est un gros travail à faire sur plein de points différents, mais qui, mis tout bout à bout, va avoir des répercussions favorables sur ta santé et sur ton sommeil. Maintenant, j'attire ton attention, et pour tout le monde, là pour vous tous qui m'écoutez, j'attire votre attention sur le fait qu'à un moment donné, il faut aussi savoir quelles sont ses priorités. Alors c'est peut-être pas la chose que vous avez envie d'entendre aujourd'hui, mais à un moment donné, quand votre travail vous rend malade, parce que là, c'est ce qui se passe en fait, c'est-à-dire qu'il vient nuire à ton corps, Marie, le fait qu'il y ait tous ces décalages horaires, ces multiples trajets à l'étranger, tout ce rythme qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de capacité d'adaptation, et bien tout ça, quand ça vient nuire au corps, qu'on ne peut plus, que vraiment ça dépasse nos capacités adaptatives, il faut à un moment donné savoir dire stop et se remettre en priorité. C'est se respecter que de se mettre en priorité. Et rappelez-vous
je dis rappelez-vous parce que je l'avais déjà évoqué sur un podcast, mais ça fait peut-être un petit peu longtemps, on ne peut donner que de ce dont on déborde. Si on n'a plus d'énergie, plus de vitalité, on n'a plus rien parce qu'on est déjà, nous, en dette de tout dans notre corps, on ne peut rien donner aux autres non plus. Donc en fait, prendre soin de soi, c'est une marque d'altruisme. On ne pourra donner à notre entourage que si nous, on est bien. Et parfois, ça passe par des décisions très importantes. Là, Marie, de ce que je lis dans ton histoire, dans ton mail, ton rythme de vie jusqu'à maintenant ne te permet pas d'aller bien, de te reposer, d'avoir une stabilité qui, justement, irait dans le sens d'un bon sommeil et vient puiser dans toutes tes réserves jusqu'à l'épuisement complet. Donc, qu'est-ce que tu veux faire pour demain? Est-ce que tu veux pouvoir arriver profiter de tes enfants qui grandissent, profiter de la vie telle qu'elle est aujourd'hui, ou alors laisser filer toutes ces années avec des énormes difficultés de santé au sens large, parce que le sommeil a des répercussions sur tout, et ensuite arriver en retraite complètement épuisé et vide de l'intérieur. Alors, je dis ça vraiment sans aucun jugement et vraiment je me permettrai pas, mais je pense que parfois c'est important de l'entendre et de peut-être remettre en perspective certaines choses. Ça veut pas dire que demain il faut démissionner, mais ça veut dire que peut-être qu'il y a des aménagements possibles, peut-être qu'il y a possibilité de reconversion à court, moyen ou long terme, mais peut-être que là dans les mois ou quelques années qui arrivent, il y aura vraiment une décision à prendre pour ta santé, tout simplement, et pour que ton sommeil puisse trouver un équilibre et que tout ça se fasse le mieux possible. Parce que là, tu donnes beaucoup plus que ce que tu as, et quand on est en dette comme ça, eh bien, on ne peut pas aller bien au sens large. Souvenez-vous que les troubles du sommeil ne sont que le reflet d'un défaut de santé. Quand on est en santé optimale, on n'a pas de problème de sommeil. Et à partir du moment où il y a des déséquilibres dans notre corps, eh bien, on se trouve avec des symptômes différents et le trouble du sommeil, l'insomnie, en fait partie. Petite précision, et je terminerai là-dessus, il faut vraiment aussi avoir en tête que nous ne sommes pas faits pour passer les fuseaux horaires tous les 2 matins. Le corps, il reçoit des signaux très différents, en fait, très conflictuels entre les signaux du corps, de lui-même, les signaux qu'il va ressentir de par son horloge biologique et de par aussi votre pression du sommeil, votre fatigue, et par la lumière naturelle qu'il voit. Lorsque on se retrouve à passer 3, 4, 5, 6 heures ou 12 heures de décalage horaire pour aller à l'autre bout de la planète, eh bien forcément que c'est très délicat pour l'horloge biologique de se synchroniser à nouveau. Et ça, c'est un déséquilibre permanent. Lorsqu'on fait ça 1 ou 2 fois dans l'année, le corps se remet, mais ça lui demande quand même pas mal d'énergie. Quand on fait ça tout le temps, et qu'en plus de ça, ce sont pour des raisons professionnelles, donc souvent avec une charge, une responsabilité, une charge mentale, parfois aussi un stress physique, on doit se dépêcher, courir entre plein de transports et puis respecter des horaires, etc., donc à la différence de on part en vacances, et bien tout ça c'est extrêmement épuisant pour l'organisme, pour le système nerveux. Donc ça abîme le corps parce que ça le dérègle. Donc si vous ne ressentez aucun symptôme, que vous avez une forte capacité adaptative, c'est ok. Pourquoi s'en priver? Autant faire le travail qu'on aime et puis profiter justement des opportunités que ça peut représenter. Maintenant, quand le corps, il dit non, quand il est fragilisé à la base, parce que là, faut pas oublier que tu nous signales des problèmes de sommeil depuis l'âge de 19 ans. Donc, il faudrait voir pourquoi. Ça, ce serait aussi tout un aspect à étudier. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser de ce côté-là, bien sûr. Alors, il faut écouter son corps quand il dit stop, quand il dit que c'est trop. Et c'est vrai aussi pour toutes les personnes qui vont travailler de nuit ou qui vont travailler en horaire posté, en 2-8, 3-8, le pire c'est bien sûr les 5-8. Là, ça peut être une catastrophe et c'est souvent, je vais pas dire toujours, mais très 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 souvent, une catastrophe
pour l'organisme. Et on arrive après plusieurs années avec des organismes épuisés. Ce n'est pas naturel. N'oublions pas que notre corps, la façon dont on est construit, j'ai envie de dire, notre ADN, elle est la même qu'il y a des milliers d'années en arrière. Les modifications génétiques se font très très lentement à l'échelle de l'humanité. Ça peut être sur plusieurs dizaines de milliers d'années qu'il va y avoir une toute petite mutation génétique qui sera conservée et qu'on pourra observer. Sinon, le reste, en fait, notre corps, il est comme il y a des milliers d'années en arrière, donc il est fait pour se lever à la lumière du jour, se coucher lorsque le soleil se couche, et sur le même fuseau horaire. S'il y a un changement de fuseau horaire, c'est parce que en tant que nomade, on a énormément marché et la tribu s'est déplacée, et ça se fait plusieurs semaines après, donc en fait le corps peut s'habituer. Là, avec l'avènement de l'aviation et surtout des vols de voyageurs, bien évidemment que ça a complètement bouleversé les habitudes qu'on avait et puis cet équilibre physiologique du sommeil, pour ne parler que du sommeil. Mais voilà, ça c'est vraiment un élément aussi à prendre en compte. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Bien sûr que Marie, c'est pareil, en entretien individuel, en consultation, il y aurait d'autres questions et d'autres choses que je pourrais évoquer avec toi, mais là, aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de préciser. Ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble sur le podcast. Je me rends compte que ces réponses aux questions, à chaque fois, je me faisais déjà la réflexion la dernière fois. Je n'arrive pas à répondre à énormément de questions dans un seul épisode parce que je trouve que vous avez forcément tous des parcours et des expériences qui sont qui nécessitent en fait de développer et de parler de beaucoup de choses. Alors j'espère que pour vous, à l'écoute, ça vous apporte beaucoup de pistes, que c'est intéressant, mais je me rends bien compte que je vais pas pouvoir encore en détailler beaucoup. Alors je vais en prendre une dernière et puis ensuite, c'est pas grave, on avancera sur d'autres épisodes par la suite. Je vais prendre celle de Caroline que j'avais mise de côté aussi. Caroline qui me dit « J'ai découvert ton podcast il y a moins d'un mois maintenant. J'écoute tous les épisodes un peu tous les jours pour rattraper le retard. J'ai des problèmes d'insomnie depuis presque 10 ans. Et maintenant que je viens d'avoir un petit garçon, je veux tout faire pour trouver les causes et aller mieux. J'étais un peu désespérée après avoir essayé beaucoup de choses, mais ton podcast m'a ouvert encore des possibilités, donc je garde espoir et je ne lâche pas. » Super, vraiment ravie Caroline de lire ça, c'est vraiment chouette. Je trouve que l'accompagnement est une très bonne idée. Oui, donc c'était aussi suite au mail de la newsletter que j'avais envoyé pour cet accompagnement collectif en petits groupes. Donc là, visiblement, Caroline, ça te plaisait, mais tu voudrais essayer toute seule. Oui, tu me mets, je voudrais essayer encore toute seule quelques temps avant de demander de l'aide, mais pas trop non plus parce que le temps presse. Ok. Alors, je voulais te partager mes questions si jamais tu as besoin d'idées de contenu ou que tu refais un podcast avec des questions-réponses. Voilà, c'est pour ça que j'avais sélectionné ce mail-là parce qu'effectivement, tu me poses plein de petites questions qui vont très très bien dans ce cadre de questions-réponses. Alors, première question, pourquoi quand on est très fatigué, on n'arrive pas à dormir? Eh bien, du coup, j'ai déjà donné quelques éléments au début de cet épisode parce que ça dépend quelle fatigue on ressent. Et en réalité, souvent, ce qui se passe quand on est fatigué, eh bien, on va produire beaucoup de cortisol parce qu'on est fatigué, donc le corps se sent vulnérable. Il a besoin, lui, de se sentir alerte, donc on passe en hypervigilance. Donc quand on est fatigué toute la journée, on va produire beaucoup plus de cortisol, on va pouvoir s'apaiser beaucoup moins, et du coup, le soir, ça devient compliqué. Donc c'est un vrai cercle vicieux. C'est pour ça que l'idée, c'est toujours, lorsqu'on est en insomnie chronique, de favoriser le repos à tout moment. Le repos, le soir, quand on sent une grosse vague de somnolence, donc pas n'importe quand, il faut vraiment se connecter à soi, mais quand on sent une grosse vague de somnolence, on va se coucher. Si on a besoin de redormir sur le matin, on redort sur le matin. Si on a besoin d'une sieste, on fait la sieste. Si on a besoin de se poser 10 minutes entre 2 rendez-vous clients, entre 2 dossiers, on se pose 10 minutes, on s'apaise. Plus on va apaiser son système nerveux tout au long de la journée, plus on pourra dormir le soir. Alors ensuite, est-ce
est-ce qu'il ne faudrait pas faire la sieste avant de déjeuner plutôt qu'après pour se reposer et ne pas utiliser ce repos pour que le corps digère? Alors, je pense qu'il manquait quelques mots, mais j'imagine que la question c'était ça. Alors, la sieste avant le déjeuner, elle est possible. Elle est tout à fait possible. Et d'ailleurs, je vous ai prévu un podcast, prochainement, avant la fin de l'année, sur un livre qui s'appelle Sauvé par la sieste de Brice Faro. C'est un livre que j'ai adoré. Je l'ai trouvé absolument super. On y trouve vraiment des trucs très très intéressants, une façon d'écrire que j'ai adoré. Vraiment un livre que je vous conseille, mais du coup je vous en parlerai plus en détail prochainement. Et ça renvoie bien à cette histoire de le moment de sieste dépend de chacun d'entre vous. Le moment de sieste va dépendre de votre heure de lever, heure de coucher, de l'activité que vous faites dans la journée, du temps de sieste et de ce que vous cherchez à tirer de la sieste. Donc là, je peux pas tout détailler, ce serait vraiment trop long, mais en tout cas, l'idée c'est de prendre tous les temps de repos qui sont favorables pour vous. Donc ça revient à ce que je disais juste avant. Et juste pour rebondir sur le temps de la digestion, utiliser ce repos pour que le corps digère. Si votre alimentation, elle est adaptée à vos besoins et si elle est équilibrée, variée, saine, que vous digérez bien, que vous assimilez bien, que les produits sont bons, de qualité, que vous ne mangez ni trop ni trop peu, vous n'êtes pas censé avoir de coups de barre après le déjeuner. Alors souvent on peut avoir un petit pic de somnolence à ce moment-là, en tout cas de par notre rythme circadien, il y a une petite baisse au niveau du cortisol à ce moment-là, donc c'est possible d'avoir un petit coup de j'ai envie de me poser 10 minutes, c'est souvent pour ça que la sieste elle peut arriver à ce moment-là, mais c'est pas censé être la digestion qui vient générer un besoin de dormir ou de se reposer. Si vous avez un gros coup de barre après manger, quelle que soit l'heure à laquelle vous mangez, donc c'est pas lié à votre rythme circadien, c'est que votre alimentation n'est pas adaptée. Il y a quelque chose qui n'est pas adapté pour vous, à votre corps. Donc après, à chercher bien sûr quoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Quelles sont les conséquences physiques d'un manque de sommeil? Alors c'est une question intéressante et pour autant je vais répondre assez rapidement parce que en fait c'est absolument tout. À partir du moment où on se rappelle que le sommeil est un pilier de la santé, qu'il permet absolument de tout réparer, régénérer dans le corps et de soutenir absolument toutes les fonctions du corps, et bien forcément, toutes les fonctions du corps vont être impactées lorsqu'il y a une grosse dette de sommeil. Maintenant, il est vrai qu'en fonction des individus, ça ne se manifeste pas de la même façon. D'ailleurs, certaines personnes vont être en dette de sommeil sans jamais être plus stressées ou être mal vis-à-vis de leur sommeil, elles vont simplement être épuisées, c'est tout. D'autres personnes vont être en colère, avoir des grosses difficultés à gérer les émotions, vont être tout le temps malades. En réalité, il peut y avoir à peu près toute la palette possible des symptômes. Et donc non, tu me mets juste après Caroline, sommes-nous tous égaux? Non, pas du tout par rapport à ça. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui, c'est exceptionnel, mais il y a certaines personnes qui vont dormir très très peu et qui ne vont rien ressentir en termes d'effets, qui vont se sentir très bien. Alors, qu'est-ce qu'il en sera dans 10, 15, 20 ans, 30 ans? Pour le moment, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, il existe quelques personnes pour qui le manque de sommeil, ou en tout cas les nuits très courtes, ont visiblement très peu d'impact. Dans le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker, il dit que les conséquences de la caféine restent 10 heures dans le corps. Alors pourquoi certaines personnes comme moi ont encore des conséquences le soir alors qu'ils ont bu un café très tôt le matin? Eh bien, typiquement parce que là non plus nous ne sommes pas égaux. La caféine, alors déjà, il y a génétiquement parlant, certaines personnes vont avoir une capacité à éliminer les molécules de caféine plus facilement que d'autres. Donc ça se passe au niveau du foie, c'est le foie qui a ce rôle-là. Eh bien, génétiquement parlant, on n'a pas les mêmes capacités au niveau de notre foie, on va pas produire dans les mêmes quantités, les mêmes enzymes, et du coup pour certaines personnes ça va aller plus vite que pour d'autres. Et après, d'un point de vue
plus de santé, sans parler de la génétique, si notre foie, il a déjà énormément de travail, qu'au niveau de notre système digestif, c'est déjà très compliqué, que le foie est très encrassé, ou alors qu'on lui apporte beaucoup, qu'il y a par exemple beaucoup de métaux lourds depuis l'enfance, qu'on vit dans un environnement très pollué, qu'il y a plein de déchets dans notre corps, que ce soit notre environnement ou notre alimentation, que le foie il carbure déjà beaucoup, et bien pour lui la caféine ça va être très compliqué à gérer, c'est quelque chose en plus. Et donc il ne va pas mettre 10 heures, il va peut-être mettre 16 heures. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des répercussions sur le soir, même quand on prend un café dans la journée. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour le chocolat noir. Certaines personnes vont dire, moi, le chocolat noir, ça m'endort. D'autres vont dire, ça me rend éveillé. Oui, parce qu'en fonction de comment votre foie va éliminer la théobromine qu'on trouve dans le chocolat noir, eh bien vous allez vous sentir plutôt apaisé parce qu'il y a du magnésium dedans et votre corps va savoir l'utiliser, soit vous allez être très surexcité parce que votre foie n'a pas pu encore traiter tout ça. Donc ça dépend du niveau de vitalité de chacun, de comment fonctionne le foie, le corps, les intestins aussi, bien sûr, quand on parle du foie, on parle aussi des intestins, puisque le foie va venir redonner les toxines aux intestins, même si le foie fait bien son job, mais que les intestins, eux, ont des difficultés à jouer leur rôle d'émonctoire et donc à éliminer tout ça, forcément, ça va poser problème s'il y a constipation, ou à l'inverse, s'il y a diarrhée, en tout cas, si les intestins sont en difficulté, on ne peut pas éliminer ces molécules-là correctement. Est-ce que les hypersensibles sont plus touchés par les troubles du sommeil ? Oui. J'ai envie de dire oui. Maintenant, ça dépend ce qu'on met derrière le mot hypersensible. Je vais pas aller trop loin dans les détails pour cette question-là parce que ça nécessiterait un développement d'un podcast complet. Mais d'une certaine façon, oui, dans le sens où il va y avoir besoin encore plus de travailler sur ses émotions et donc d'activer des leviers tels que je l'évoquais tout à l'heure avec la méditation, la respiration, tout ce qui est cohérence cardiaque, tout ce qui est visualisation, journal des émotions, journal de gratitude, etc. pour venir apaiser le mental qui est très sensible. Mais l'hypersensibilité, ça va même plus loin. C'est aussi au niveau de la température, du toucher, de l'audition. Donc c'est vrai que souvent on met des bouchons d'oreilles, il faut parfois mettre un masque pour être sûr d'être bien dans le noir. Voilà, il y a plusieurs éléments, mais oui, on peut dire que oui, les hypersensibles sont plus touchés. Comment un insomniaque peut influencer les nuits de son conjoint ? De plein de niveaux possibles, forcément. Si il y a beaucoup de réveil, il y a un endormissement tardif, ça veut dire beaucoup de mouvement dans le lit. Ça peut être aussi des bouffées de chaleur et donc une moiteur dans le lit, une chaleur dégagée qui vient embêter le conjoint. Ça peut être aussi finalement l'inquiétude qu'on va avoir vis-à-vis de son sommeil qui peut déteindre sur le conjoint. Le conjoint peut s'inquiéter pour la personne qui a du mal à dormir. Sur les horaires aussi de coucher, de lever, sur la possibilité ou pas de s'occuper du chien, du chat qui gratte le matin ou des enfants qui se réveillent la nuit. Il peut y avoir vraiment beaucoup de répercussions. Alors je sais pas vraiment si c'était ça ta question, mais là je vois un petit peu moins d'autres éléments que je pourrais te donner. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je voulais, avant de clôturer, vous dire que sur le mois d'août, je vais prendre un petit break. Je vais revenir vers vous avec de nouveaux épisodes à partir de septembre, des nouveaux interviews. Comme je vous le disais, j'ai aussi envie de vous parler d'au moins 2 livres avant la fin de l'année et puis des épisodes sur des thématiques particulières ou comme j'ai fait aujourd'hui, de questions-réponses. Donc ça, c'était pour la première info du jour. Je voulais également vous dire que du coup, suite au retour que vous m'avez envoyé par rapport à cette proposition d'accompagnement collectif de format un petit peu hybride où on se retrouverait, comme je le disais, en petits groupes. L'idée, ce serait qu'on soit par exemple une douzaine, grand maximum 15 personnes, avec des lives
très régulièrement sur des thématiques, avec des questions-réponses, avec des agendas du sommeil à disposition, avec des outils, avec peut-être des petits challenges entre nous tous pour tester par exemple l'auto-hypnose, la méditation. C'est vrai que l'auto-hypnose, tiens, j'aurais pu le citer dans les outils tout à l'heure, ça m'est pas venu tout de suite, mais voilà, ça fait partie. Voilà, tout ça, c'est ce que j'aimerais mettre en place, mais je constate que dans les retours que vous m'avez faits, il y a eu en fait un petit peu de tout. C'est-à-dire vous m'avez dit, ah oui, ce serait super d'avoir ce format-là, mais en même temps vous m'avez dit, ouais, mais est-ce que les consultations individuelles, les accompagnements individuels, c'est pas mieux? Alors oui, c'est plus cher, mais est-ce que on n'a pas plus d'éléments? Est-ce que c'est pas plus facile? Et puis pour d'autres personnes, vous m'avez mis, mais alors Aurélie, pourquoi pas? Mais pourquoi est-ce que tu mettrais pas aussi à disposition des petites choses en fait qui permettraient aussi de soutenir ton travail et qui nous aideraient dans le quotidien? Donc ça peut être à nouveau des petits e-books ou pourquoi pas une petite formation en vidéo sur un sujet. Et du coup j'avoue que à la lecture de tout ça, j'hésite beaucoup à savoir comment vous aider au mieux et savoir ce que je vais mettre en place là pour à partir de l'automne. C'est pour ça que je voulais vous en parler aussi aujourd'hui dans le podcast. Si vous avez envie de prendre le temps de m'écrire courant du mois d'août et de me dire ce que vous en pensez, eh bien je serais très heureuse de vous lire. C'était vraiment un plaisir d'avoir vos retours là par rapport à la newsletter et de voir que à la fois ça vous enthousiasmait mais à la fois vous aviez aussi peut-être d'autres besoins. Alors pour tout ce qui est consultation et accompagnement, du coup c'est déjà ce que je propose, mais sachant qu'en plus à partir de septembre là je vais proposer une consultation qui n'existait pas jusqu'à maintenant, une consultation d'1h30 à un tarif vraiment qui sera très très abordable par rapport à ce qu'on va y mettre dans cette heure et demie. Donc je pense que ça va aussi ouvrir des portes. Mais voilà, après vous avez eu d'autres idées, il y a d'autres choses qui ont émergé pour moi. Donc si vous avez envie, prenez quelques minutes, écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce dont vous avez besoin et comment je peux vous aider au mieux, que ce soit avec du contenu gratuit ou avec du contenu payant, parce qu'effectivement, les deux sont de toute façon très complémentaires, c'est comme ça que je vois les choses. On peut aller beaucoup plus loin avec des choses très individualisées, mais en même temps c'est important pour moi de pouvoir vous donner toutes ces connaissances, c'est vraiment l'ADN du podcast pour moi, c'est en gros ce que j'aurais aimé savoir il y a 15 ans en arrière pour pas que ça dure 15 ans. Je vous laisse là-dessus, j'ai hâte de vous lire, je vous souhaite un très bel été, reposez-vous au maximum, prenez soin de votre système nerveux, sachez dire non lorsque vous êtes fatigué et qu'on vous sollicite, sachez dire non, pensez à vous en priorité, soyez altruiste parce que justement vous pensez à vous et que ce sera facile de donner après. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous retrouve en septembre. D'ici là, prenez bien soin de vous.